Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Farhan Joubey, que j'ai rencontré sur LinkedIn. Et j'ai adoré d'abord son identité visuelle qui est reconnaissable entre mille, et puis petit à petit ce qu'il écrivait. Et quoi qu'il écrive, que je sois d'accord ou pas d'accord, ça me faisait toujours réfléchir. Et on s'est rencontrés et le plaisir de converser s'est poursuivi dans la vraie vie. Alors Farhan, je lui ai posé la question, mais alors qu'est-ce que tu es? Et il m'a dit, mais moi je ne suis pas mon métier. Alors je vais respecter ça. Ce que je peux dire sur son identité, c'est qu'il est catalan, vous allez l'entendre, qu'il a pratiqué plein de métiers dans sa vie, de la mode jusqu'au coaching, en passant par la facilitation, le conseil, la formation, mais qu'une identité et un métier, c'est deux choses très différentes. Bonjour Farhan, je suis ravie de te recevoir ici. Bonjour Cécile, je suis vraiment ravi aussi et je suis vraiment devenu un fan de tes podcasts. C'est pour ça que je suis vraiment encore plus honoré de participer à cette aventure avec toi. Je demande à tous mes invités, c'est pas la question la plus facile pour démarrer, mais quel est ton super pouvoir? Je pense que le super pouvoir que je peux plus décrire, c'est cette passion par le détail en fait. Hmm. C'est que je parle de détails, c'est nuances, ça peut être structure, ça peut être cohérence, ça peut être composition, ça peut être équilibre. De vraiment aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a derrière les choses, de comprendre aussi les choses, et notamment dans les coachings, de déceler la définition de ce qu'on parle, de ce qu'on dit, des concepts, des idées, pour aller justement chercher ces détails qui sont si importants, si singuliers, si propres à chacun d'entre nous. J'ai aussi eu l'occasion d'admirer ton goût pour le détail dans tes réalisations artisanales et artistiques. Farhan, tu as lu Chères Erreurs et il y a une chronique en particulier qui t'a marqué. Laquelle? Celle où il y a le concept à la fois d'empathie, il y a à la Mhm. fois de qu'est-ce que c'est une conversation professionnelle versus une type de conversation qui peut s'apparenter plus à thérapeutique ou amicale ou à autre Mhm. type de profession. C'est ça qui m'a plus interpellé, de comment on peut aller plus loin dans la conscience justement d'empathie en coaching et des types de relations justement, de conversation, qui est plus adapté à ce type d'accompagnement. Si ma mémoire est bonne, la chronique à laquelle tu fais référence, c'est la numéro 23 qui s'appelle J'ai trop écouté mon client. Pour les personnes qui n'ont pas lu Chères Erreurs ou qui l'ont lu il y a longtemps, c'est un coaching que j'ai fait dans la fonction publique avec un garçon qui m'avait été envoyé par son service RH parce que il avait un passage à vide inexpliqué, inexpliqué pour sa hiérarchie, inexpliqué pour les RH. Et puis je rencontre ce garçon qu'on va appeler Loïc et Loïc me raconte qu'en fait, lui, il était fonctionnaire territorial en Bretagne, qu'il était venu à Paris pour les besoins de sa carrière, qu'il avait laissé sa famille en Bretagne et que la vie entre Paris et la Bretagne, etc., c'était quand même très, très éprouvant. Et qu'il avait fini par développer une autre vie à Paris avec d'autres jeunes femmes, etc., et qu'il rentrait en Bretagne tous les week-ends et qu'il s'était installé comme ça une double vie qui avait fini par devenir très confortable. Et que le jour où le moment du choix était venu, là, c'était devenu beaucoup moins confortable. C'est pour ça qu'il n'allait pas bien. Alors évidemment, il n'a pas tout raconté à son chef et à sa DRH, qui ne comprenaient pas du tout pourquoi elle n'allait pas bien. Il arrive en coaching et il me dit, alors il me raconte toute cette histoire-là. Je comprends assez bien de quoi il retourne, je comprends ce qui lui fait mal, je comprends assez bien quel serait le mouvement stratégique pour l'aider à résoudre son problème, parce que moi je fais du coaching de résolution de problèmes relationnels. Mhm. Commence un petit peu à mettre en place mes trucs et mon client me dit, ah mais j'ai oublié de vous dire quelque chose pour que vous compreniez bien le contexte. Ok, faut que je l'écoute, faut que je crée une alliance, etc. Je ralentis, nanana. Et il vide son sac, et il vide son sac, et il vide son sac. Et puis il me dit, mais ça me fait tellement bien de vous parler, Cécile, parce Mhm. que je peux en parler à personne de tout ça. Évidemment, je peux pas en parler à ma femme, je peux pas en parler à ma hiérarchie, je peux pas en parler à mes collègues, même si entre nous, il y en a plein qui sont dans le même cas que moi. Je peux pas en parler à mes copains qui seraient en conflit de loyauté entre ma femme et moi. Bref, je peux en parler à personne, sauf à vous. Oh, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait du bien. Bon.
Alors, je le laisse faire, je le laisse faire. Et je l'ai tant et si bien laissé faire que lui et moi, nous sommes installés dans une routine où lui vidait son sac et Mm. se soulageait de son dilemme de conscience. Et moi, j'étais là dans une posture d'empathie pure, où j'étais là, je comprenais pourquoi il allait pas bien, ce garçon. Je comprenais pourquoi c'était très dur. Je comprenais. Et je comprenais qu'il avait encore envie d'en parler, au lieu de faire les interventions de résolution de problème que j'étais censée faire. Résultat des courses, il n'a absolument pas résolu son problème. Et pour la petite histoire, un soir, c'est sa femme qui est montée à Paris. Elle est allée chez la copine en question. Elle a sifflé la fin de la récré et elle est rentrée en Bretagne avec son mari sous le bras. Ce qui, pour la carrière de mon client, n'était pas bon du tout. Mais en fait, lui, il s'était tellement mis dans l'idée qu'il était incapable de choisir et qu'il ne choisirait jamais, qu'il a laissé la vie choisir à sa place. Mhm. Ce qui était probablement la pire des solutions pour lui. Donc voilà l'histoire, hein, vraiment dans laquelle je me suis rendu compte que être empathique, eh ben, ça suffit pas. Et ce coaching était un coaching objectivement raté parce que Mhm. le problème que j'avais été embauché pour résoudre n'a pas été résolu, ou en tout cas a été résolu dans des conditions qui n'étaient absolument pas favorables pour lui. Alors, comment est-ce que Mhm. ça fait écho à ton expérience à toi, Farah? Plusieurs choses. Une, c'est ce concept d'empathie, hein, qu'aujourd'hui, je pense qu'on le met en fait en pédestal comme c'était la compétence clé ou une des compétences clés quand il s'agit d'accompagner nos clients. Justement, moi qui suis vraiment à recherche de détails, ça m'a mis justement à aller plus loin. Est-ce que c'était vrai ça en fait? Est-ce que oui, l'empathie est nécessaire ou c'est la compétence clé qu'il faut avoir en tant que coach? Et je me rappelle, pour la petite histoire aussi, une fois que j'étais dans 2017, mes débuts de coaching, et là, il fallait vraiment en présentiel se déchausser et se mettre à la place de l'autre dans les chaussures de l'autre. Bon, je me suis trouvé avec des bottes en 39 de taille. Moi, j'ai fait 42 Aïe, aïe, aïe. et des talons de 6 centimètres. Pour te dire, Cécile, que pour moi, c'était très difficile de mettre mon pied là-dedans. Bon, j'ai essayé plus ou moins de faire semblant, etc. Mais bon, ça, c'était un exercice qui était vraiment dans la forme, en disant, voilà, c'était pas possible de le mettre, mais ça allait plus loin, en fait, que cette impossibilité. Dans le Hmm. sens que, oui, après, on a fait un tour de table en disant, alors, qu'est-ce que vous avez ressenti de l'autre? Qu'est-ce que vous avez imaginé que l'autre pensait, etc. Et ça allait très loin, justement, à se mettre dans les souliers de l'autre. Et là, bon, pour jouer le jeu, parce que tout le monde, il y avait cette espèce de composante un peu mystique, de dire, ah oui, j'ai ressenti des choses, etc. Ça fait qu'à notre tour, chacun, il a dit, en fait, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, penser, imaginer l'autre, hein, au niveau corporel, au niveau mental, etc. Et depuis ce moment-là, j'ai dit, est-ce que c'est vrai ça ou non, en fait? Est-ce que je me suis inventé une histoire ou est-ce que vraiment j'ai senti quelque chose? Et ce concept d'empathie, après, je voulais le travailler plus tard en disant comment aujourd'hui on peut être, est-ce qu'on doit être empathique dans une relation de coaching ou non et pourquoi? Les coachs mainstream traditionnels, ils vont nous dire oui, oui, l'empathie c'est la clé en fait parce que c'est une relation humaine, de proximité, toutes ces choses-là. Et moi je pense que la meilleure façon d'accompagner quelqu'un en coaching, c'est justement de ne pas utiliser mon empathie. Ce n'est pas dire de la nier, c'est dire je sens des choses pendant qu'une personne me parle, je peux avoir mille idées, solutions, images, interprétations, sensations corporelles, j'ai tout ça. Parce qu'on est dans une relation très proche avec l'autre, hein, Cécile. Vraiment, même en virtuel, il y a cet échange-là qui est vraiment très proche. On est tous les deux, on échange, il y a plein, plein de signes, de toutes sortes. Mais la façon de pouvoir accompagner l'autre, c'est que la personne trouve justement, puisse analyser, mieux se comprendre. Si moi, j'utilise mon empathie à moi, mes sensations, mes idées, mes suppositions, mes exercices, ça va forcément induire la personne dans un chemin qui n'est pas le sien. Je mets en parenthèse, c'est pas que je ne ressens pas en fait. Je mets en parenthèse pendant la séance toutes mes émotions, idées, perceptions, directives que je peux avoir et je les traite après la séance, personnellement, pour en faire quelque chose ou non en fait. Parce que oui, sur LinkedIn, parfois quand je parle de ça, Cécile, on me dit oui, mais c'est froid, on n'est pas des IA, on n'est pas des robots, c'est très dogmatique de penser comme ça, etc., etc. Et moi, c'est tout à fait le contraire, en fait, de ne laisser la liberté à l'autre de pouvoir aller au fond de sa réflexion, au fond de son geste, au fond de sa sensation, etc., etc., pour en sortir quelque chose. Ah, tout ça, ça me sert, mon matériel à moi, s'il n'est pas perturbé par le matériel des coachs, ça m'a donné plus de possibilités d'aller prospecter, justement, hein, d'aller regarder ce qui se passe avec beaucoup plus de
responsabilité, liberté, confiance, cohérence, hein, toutes les valeurs qui sont propres au coaching. Hein. C'est pour ça que l'empathie, pour moi, elle est amenée de façon comme une espèce de maquillage, en fait, que ça fait joli, en fait. Ah oui, je suis très empathique, et pourtant, je peux te comprendre. Mais non, je ne... même si je peux te comprendre parce que j'ai passé des situations similaires, il ne s'agit pas de ça, en fait. Il ne s'agit pas que je te comprenne, en fait. Il s'agit que tu puisses mieux te comprendre. Et c'est là pour ça que j'ai l'empathie. Oui, elle est là, mais en parenthèse. Est-ce que je comprends bien que pour toi, l'empathie dans le coaching alimente en fait une tentation pour les coachs d'apporter des idées, d'apporter du contenu, d'apporter des suggestions, d'apporter des solutions, d'apporter des interprétations, alors que la fonction même du coaching, c'est de faire tout ce travail-là au client ou à la cliente sans apport extérieur. Et que donc, ce que tu mets entre parenthèses pendant la séance, c'est tout ce que toi, tu pourrais apporter de ta vision du monde Oui, pour laisser en fait à tes clients et tes clientes la possibilité de répondre à leurs propres questions avec leur propre vision du monde. C'est ça exactement. ton... Ouais. Oui. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, le coaching, oui, mais il faut apercevoir les non-dits. Mais comment c'est possible, ça, Cécile? Comment je peux m'autoriser, pas m'autoriser, comment je suis dans cette prétention que j'ai collé le non-dit de l'autre, en fait. Pour moi, c'est quelque chose que, quand j'ai eu l'expérience de mettre les souliers de l'autre, j'ai dit non, jamais je pourrais en fait sentir ce que l'autre sent, en fait. Si quand bien même j'ai une intuition, je pense qu'il pense ça, ou elle pense ça, à quoi bon l'utiliser? Mm, mm, À quoi servirait la personne quand il s'agit que la personne puisse faire un travail de réflexion, d'introspection pour aller comprendre ce qu'elle dit, en fait, pour en faire quelque chose, pour mieux agir en toute liberté, pour faire des choix plus éclairés, tu vois. Du coup, cette notion de dire, voilà, on va déceler le non-dit de l'autre comme si c'était un super pouvoir, Cécile. Moi, je ne comprends pas si ce pouvoir, à part c'est de l'inconscience, de dire, ah, je sais ce que tu penses. Comment je peux savoir, en fait? Si la personne, au lieu de prononcer un mot par rapport à une question, prononce un geste, je vais lui dire, ah, tu as fait ce geste par rapport à la réponse de la question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce geste, en fait? C'est là où la personne est d'accord. Ce geste, pour moi, est égal à ça, 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 ça. À partir de là, il y a une conscientisation de son discours. Hein. Ça veut dire que là, il peut travailler sur quelque chose qui appartient à elle, en fait. Parce que mm, c'est très facile, en fait, et c'est le de secours qu'on a tous quand la personne dit, ah, mais je ne sais pas, en fait. Bon, je ne sais pas, moi je sais, je vais te le dire, tu vois. mm, Ça, les professionnels, autres, ils le font très bien. Un consultant fait ça à merveille, un formateur à merveille, un mentor, il fait ça à merveille. Tu vois, ces professionnels, ils sont, avec leur expertise, avec l'expérience, ils sont aptes à mener de façon rapide et essentielle la bonne solution à la personne. Quand la personne ne cherche pas ça, parce que non, 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 c'est pas la solution de l'autre qui m'intéresse, c'est que moi, je dois produire la mienne, en fait. Et la mienne, c'est par rapport à mon contexte, par rapport à ce que je vis, à comment je le vis, à comment je le regarde, par rapport à ce que j'ai vécu, comment j'ai les résultats que j'ai obtenus. Et c'est à partir de là où ça devient pour moi très intéressant. Quand on parle de responsabilité, pour moi, c'est ça, en fait. C'est une responsabilité mm, intellectuelle et cognitive de dire non, non, je me focalise sur ce qui m'appartient, en fait. mm, Hein. Et mm, moi, je te donne l'espace pour que tu puisses mieux te focaliser. mm, mm. Pour cela, il faut ne pas intervenir, en fait. Hein. Et l'empathie, en fait, mal utilisée, c'est pour moi une sorte d'intervention, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Mais c'est ça que je suis en train de comprendre finalement. Ce que tu mets de côté dans tes séances de coaching ou dans ta pratique du coaching, c'est pas l'empathie, parce que tu es très Non, empathique. Tu ressens, tu reçois, tu es une véritable éponge. C'est tout le contenu de ta vision du monde que tu pourrais apporter toi dans la conversation et qui serait le fruit de ton empathie parce que tu penses avoir compris, parce que tu penses avoir ressenti. Alors tu proposes une intervention, une solution, une suggestion, une exactement. image, un machin Oui, qui parasite la réflexion de ton client. C'est pas l'empathie, mais les interventions qui en découlent. C'est- exactement, exactement. Ouais, ok. Mhm. Ouais, c'est très précieux ça. Alors, comment tu fais, toi, pour résister à ça, pour résister à la tentation, tu vois, d'amener ta vision du monde dans tes séances de coaching, dans ta pratique du coaching? C'est des années de travail, en fait, Cécile. Mhm. Moi, je suis un très jeune coach, dans le sens que j'ai commencé mes études en 2017, mais ça fait que 4 ans, en fait, que j'ai renoué mes études. J'ai suis allé voir qu'est-ce qui se faisait dans le monde de plus précis au niveau du coaching. J'ai passé 2 ans et demi, pas à lire, sinon à étudier des thèses doctorales sur le coaching et être accompagné par, pour moi, ce que je considère aujourd'hui, ce qui est de nouveau et innovant dans ce milieu-là. En tout cas, là où j'ai plus de réponses, plus d'arguments pour le pratiquer. Parce que je ne voulais pas, Cécile, c'est quelque chose que je ne voulais pas nuire à quelqu'un, en fait. J'ai dit, je ne ferai jamais ce métier si je sens qu'il y a une petite
je peux nuire quelqu'un ou je peux faire orienter quelqu'un dans une décision qui n'est pas la sienne, ou même si bonne ou pas bonne en fait, hein, mais qui n'est pas la sienne. C'est pour ça que c'est surtout les compétences en fait, hein. Je te parlais au tout début de la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est l'écoute phénoménologique par rapport à l'écoute active? Comment, hein. Tu voudrais définir ce que tu appelles l'écoute phénoménologique? Oui, on dit toujours que le coach, il utilise une écoute active, en fait, où il y Mm. a un feedback, etc. Moi, ça me posait question, parce qu'une écoute active et feedback, ça veut dire que quand il y a un feedback, c'est qu'il y a une reformulation des mots du client. Quand il s'agit de reformuler, ça veut dire que si tu dis j'aime beaucoup me promener avec mon chien, qu'il est vraiment très joyeux et très petit, peu importe, dire ah, mais Cécile, il me dit qu'il a un chien très sympathique. Non. Joyeux et sympathique, c'est pas la même chose pour toi, Cécile, hein. C'est l'utilisation de tes mots, en fait, de façon littérale, pour moi, sont très importants parce que c'est là, il y a derrière toute l'explication, tous les vécus, tous les images de ce que sa chienne signifie pour toi. Joyeux pour toi, c'est une signification spéciale pour l'histoire qui représente le chien, la promenade pour toi. Du coup, l'écoute phénoménologique elle est plus précise parce que justement, ça permet de restituer le langage de façon littérale du client et de la cliente en disant, voilà, aujourd'hui, tu me dis ça, et moi, je te donne exactement ton contenu avec lequel tu peux mieux travailler, plutôt qu'avoir une espèce de reformulation, interprétation, pour que les personnes puissent aller ailleurs, en fait. Oui. C'est-à-dire l'écoute, l'attention phénoménologique, plus précisément, ça me permet de, ah non, non, je ne veux pas te diriger un regard vers une autre part, sinon on va rester là où ton regard se pose, en fait. C'est là que pour moi ça devient intéressant. C'est la personne, elle guide en permanence, elle guide le coach, en fait. Je dis, ah non, aujourd'hui, pour moi, le centre d'intérêt, c'est ça. Bon, on va regarder. Et après, c'est ça, on va regarder. Après, on va analyser les résultats, etc., de façon très opérationnelle. Mais, ah non, non, je prétends pas avoir dévier le regard de l'autre pour qu'elle regarde des choses que je suppose que sont meilleures pour elle. Tu vois? Du coup, la phénoménologie, c'est vraiment pour, on va rentrer dans cette subjectivité du client par rapport à ses mots, par rapport à ses gestes, par rapport à tout ce qu'il vient amener comme contenu, en fait, dans Mhm. la séance, hein. Et qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas d'autre pour laisser à tes clients tout l'espace dont ils ont besoin pour penser par eux-mêmes? Vraiment, c'est vraiment cette notion de contenant-contenu, ce style. Les clients amènent le contenu, et là, je ne touche pas. Je suis expert de sa vie, je ne sais pas ce qui lui convient et ne convient pas. Ça veut dire que c'est vraiment cette position de respect total par rapport à l'identité, au contenu, aux mots, aux gestes, etc. Et deux, j'amène le contenant en fait. Et le contenant, ça favorise, avec les compétences, avec l'espace, avec cette écoute, cette synthèse littérale des mots, hein, cette question qui sont focalisées à pouvoir, à que la personne puisse justement être plus consciente de sa pensée, et puisse utiliser sa réflexion, et puis surtout créer soit des idées nouvelles qui peuvent être utiles pour elle, soit une stratégie, soit des options auxquelles elle peut tester et après évaluer si c'est la bonne ou non en fait, hein. C'est vraiment être dans à la fois cette objectivité, les choses sont donc qu'elles sont, et la subjectivité, comment la personne perçoit les choses, hein. Et c'est ce deux domaines-là, en fait. Et ce que je ne fais pas, c'est rentrer dans cette en fait, l'erreur que j'ai fait, en fait, Cécile, au départ, c'est que j'étais vraiment un défenseur de coaching mainstream. Quand j'ai connu le coaching traditionnel avec les questions puissantes, l'écoute active, la reformulation, tout ça, je suis tombé vraiment amoureux de ça. Sauf que les années m'ont dit, d'accord, mais ça, quand tu le mets en pratique, il y a une incohérence. Comment on te dit ça et après c'est autre chose? Comment ce n'est pas juste en fait, je suis à court en fait d'outils en séance en fonction de personnes ou de l'objectif des personnes. Ça m'a fait vraiment réfléchir, à trouver non, non, mais il y a autre chose à partir de là. Il y a autre chose qui peut amener à être plus précis en fait dans l'accompagnement, en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Du coup, j'ai abandonné toutes ces compétences de questions puissantes, d'écoute active et tout ça, j'ai vraiment abandonné, hein, parce qu'ils ne sont pas fidèles par rapport à l'accompagnement de qualité ou plus d'excellence, hein, pour Mhm. garantir justement que la personne elle est autonome dans sa pensée. Et donc toi, tu es allé vers plus de précision Oui, en te dépouillant complètement des interventions qui pouvaient être des interventions portant sur le contenu. Et oui, tu t'es focalisé exclusivement sur le contenant. C'est poser les questions qu'il faut pour que la personne se focalise là où elle apporte en fait son propre discours. oui.
C'est pour ça que les questions, on dit oui, le coach, c'est une espèce de, une personne qui pose des questions en permanence, le coach, en fait. Et on pourrait faire une séance, Cécile, sans poser des questions même. Mhm. C'est la question et la compétence la moins importante pour moi. Mhm. Avant, il y a la restitution littérale de son discours. Avec ça, déjà, la personne, quand elle réécoute ses mots, de façon ordonnée, en fait, on pourrait parler comment on ordonne justement son discours, ça lui permet déjà d'avoir une réflexion beaucoup plus fine. Mhm. Parce que là, ces idées ne sont pas en fait chaotiques, elles sont ordonnées. Elles sont dans un contexte, hein. Que ça, déjà, la personne peut commencer déjà à avoir une réflexion plus utile et pragmatique, en fait. Pendant toutes ces années, c'est vraiment dans la recherche qu'il y a de plus honnête, en fait, hein, plus, et plus performant aussi pour la personne, Cécile. Parce Mhm. que, voilà. Et faire la distinction. Et aujourd'hui, oui, j'ai fait des conseils en coaching, j'ai fait de la formation, j'utilise en fait le coaching en formation, mais je sais à chaque fois où je suis par rapport quand je fais des coachings, je fais que du coaching. Quand j'ai fait de la formation, c'est de la formation. Quand j'ai fait de la facilitation, j'ai fait de la facilitation, en fait. Parce que chaque compétence te donne, chaque méthodologie te donne des résultats différents. Hmm. C'est ça. Comment réagis-tu ou comment te positionnes-tu quand des clients à toi te disent oui, mais vous allez me conseiller ou tu as bien un point de vue, toi, ou Oui, tu vois, enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais mes clients me demandent énormément de prendre position, oui, de les conseiller, de leur dire mais si j'allais trop loin, tu me le dirais, oui, etc., oui, oui, etc. oui, oui, oui. Donc, dans ma pratique, en tout cas, je suis très confrontée à ce type de demande. Est-ce que Oui. c'est ton cas? Et si c'est ton cas, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? C'est pas mon cas parce que, c'est très humain de demander l'avis des autres. On fait que ça, en fait. Mhm. Et même si on ne demande pas, tout le monde a des avis sur les autres, ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est vraiment humain. Ce qui est contre-intuitif, c'est de faire le contraire. C'est pour ça qu'avant d'entamer un processus de coaching, il y a 2 séances avant. On définit vraiment, vraiment, vraiment en expliquant qu'est-ce que la personne peut obtenir, comment on va le faire, quelle est la méthodologie utilisée. Et si on est vraiment certain que par rapport à l'objectif que la personne vient exposer en séance, le coaching, c'est vraiment la méthodologie la plus adéquate pour le faire. Et là, j'utilise, par exemple, ce qu'on appelle une matrice connaissance-temps pour évaluer si la personne a besoin de quel type de connaissance. Est-ce que c'est une connaissance externe, théorique, technique, qui peut l'obtenir à travers un formateur, un conseiller et autres, ou non, elle va développer une connaissance interne. Mhm. Et cela, il faut la développer, en fait. Du coup, c'est vraiment c'est deux séances avant de dire, d'accord, là, je pense que c'est pas moi, en fait. C'est la personne qui définit quel type de méthodologie ou type de métier peut, discipline l'accompagner, en fait. Ok. C'est pour ça que je me positionne jamais, je dirais jamais, 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 Cécile. C'est pas moi qui peux t'accompagner, mais va voir un thérapeute, va voir un psychologue, va voir jamais. Parce que je ne peux pas, en n'ayant pas des études de psychologie ou autre, de sociologie ou autre chose, de dire, ah, moi je peux faire un diagnostic de ce qui t'arrive, pourtant je peux te orienter vers quelqu'un d'autre, en fait. Par contre, je dis, le coaching n'est pas apte par rapport à ton objectif, pas par rapport à la personne, mais par rapport à son objectif. Et ça, on le travaille pendant 2 séances, hein. Toi, tu passes 2 séances complètes à définir avec la personne qui vient te voir à quoi vous allez jouer Oui, exactement, à quel jeu exactement. vous allez jouer Oui, exactement. oui, Et tu vas très loin dans la définition de ce que peut apporter le coaching et de ce que ne peut pas apporter le coaching. Et donc, la construction de ce cadre méthodologique, tu y passes 2 séances complètes. oui, exactement. Et malgré Euh, ça, Cécile, il y a des personnes que, au bout de la troisième séance, quatrième séance, ah, je viens de comprendre, en fait. ouais, ouais, Je viens de ouais, comprendre. ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu auparavant, Cécile. On n'a jamais vécu ça auparavant. Mm. Et tu vois, tu pousses le cadre, enfin, tu vois, tu élèves le cadre au niveau d'une œuvre d'art, quoi, hein. C'est, moi, ce qui m'a frappé, tu vois, quand j'ai fait mes études en Angleterre, c'est que les Anglais, les coachs anglais, passent une séance complète à définir le cadre. Et ils appellent ça un contrat, d'ailleurs. Mhm, Donc, mhm. ça vient après le contrat juridique commercial. Oui, Mais une fois, en fait, qu'on démarre le coaching, il y a une séance complète dédiée à la co-construction du cadre méthodologique oui, dans lequel va s'inscrire la relation. Et ce contrat, il est négocié. C'est vraiment oui, quelque chose de sur mesure pour chaque client. oui, Et ce que j'ai appris aussi là-bas, c'est que au cours du coaching, tu reviens au contrat. Est-ce que notre contrat oui, est toujours adapté? Est-ce que vous avez besoin de le faire bouger, etc., etc., de manière à ce que ce contenant, ce contrat, soit oui, toujours présent et soit toujours perceptible.
Oui, par la personne accompagnée. Et oui, donc là, en fait, vraiment, tu montes tout ça d'un cran au-dessus en disant, moi, mon seul boulot, c'est ça. Et j'y passe 2 heures au début d'un coaching et on ne démarre pas le coaching tant qu'on n'a pas passé 2 heures là-dessus. Ou, oui. pardon, 2 séances. Oui, 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 exactement. Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment dire, on est d'accord avec la méthodologie, on est d'accord que ton objectif a besoin de ça et pas autre chose, et pourquoi, et comment on va le faire, hein, bien sûr. Et pendant toutes les séances, il y a toujours cette communication objective, ça fait partie d'une de quatre compétences, méga compétences, de communiquer de façon objective où on est par rapport à ces fils de route qu'on s'est mis tous les deux ensemble, hein. Pour que ce soit efficace, efficiente et durable, en fait. Parce que mon but, c'est que la personne puisse avoir la meilleure méthodologie pour mieux l'accompagner, pour arriver à ses buts, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que ça met du temps à vérifier, justement, ça. Mais c'est de mon devoir de vérifier avec la personne. Parce que sinon, oui, on est tellement habitué, oui, oui, mais il va me donner un conseil, et là, là, et comment la relation est de plus en plus proche. Tu sais bien qu'on arrive à une relation vraiment très fusionnelle à un moment donné. Parce qu'on passe quand même de temps ensemble et que ça peut prétendre de pouvoir se permettre de dire, ah, bon, maintenant, donne-moi ton avis. Je ne donne même pas l'avis après la séance, en fait, Cécile. En fait. Bon, je ne dis pas, en fait, j'arrête la séance et après j'enlève la casquette et là, je donne mon avis. Parce que ça peut déteindre sur toute la séance, en fait, hein. Parce que je suis Mhm. très strict là-dedans pour le bien du processus, pas pour, c'est pas un caprice personnel, hein, Cécile. Bien entendu. On peut arrêter là, sauf si il y a des choses importantes que tu avais envie de dire sur le sujet. Peut-être quelque chose d'important, c'est parler de la méthodologie aussi, Cécile, en fait. C'est que quand tu parles d'empathie, de ressenti, ces concepts qu'on a fusionnés avec le coaching, mais que, à mon avis, on n'a pas traité vraiment en profondeur, hein. Et il y a une notion, en fait, que c'est pas peut-être pour aujourd'hui, mais qui est importante. Je pense que le mot méthodologie, ou même science, fait peur, en fait, au coaching aujourd'hui. Pas au coaching, à la pratique de coaching au coach. Comme si ça enlevait, en fait, de l'humanité, ou ça devenait quelque chose de plus rigide, en fait, hein. Mhm. Et moi, c'est tout à fait le contraire, en fait. C'est que le fait d'avoir une méthodologie précise, identifiable, originaire du coaching, ça fait qu'on nous donne beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de respect, en fait, par rapport au processus, de respect par rapport à la personne, de liberté, de responsabilité, de cohérence, hein, tout ça, en fait, hein. C'est ça. Mais bon, peut-être que c'est un autre sujet, mais comme l'empathie rentre dans une compétence qui est très mise en valeur, hein. Mais, et que, autre chose, que le débat est très salutaire, en fait. Je pense qu'on devrait, nous tous, participer justement à plus d'échanges, plus de débats pour enrichir justement le métier, parce que je pense qu'on est au service du métier et pas à Mhm. l'inverse, en fait, hein. Mhm. Je pense que je me prétends, je suis au service de coaching, je ne veux pas le malmener, je ne veux pas le salir, en fait. Cécile. Sinon que je veux l'honorer au maximum. C'est pour ça que je me pose autant de questions, c'est pour ça que je cherche ce qu'il y a de nouveau, de plus précis, de plus précieux, de plus actionnable, de plus respectueux, de plus... tu vois, c'est ça en fait, hein. C'est ça. Est-ce que pour terminer cette conversation, tu aurais une lecture, une référence artistique, un souvenir, un paysage, une image qui pourrait illustrer notre conversation d'aujourd'hui? Il y a une image qui me vient en tête, c'est lors de... Je suis allé à l'exposition de la Bourse de Paris, qui s'appelle Minimal, hein. Il y avait différents artistes minimalistes de l'époque et autres, et leur philosophie, leur précision, leur justesse, leur cohérence, leur engagement en fait social, écologique, ça m'a fait penser un peu à ça en fait, cette... chercher la pureté en fait. Dans toute discipline, hein. Et j'ai lu, ça fait déjà quelques mois que je suis allé, et j'ai eu en tête pendant des semaines, jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein. Et quand j'étais Beaux-Arts, j'étais très séduit justement par ces courants, hein. Et je pense que c'est un peu chercher un peu l'essence des choses, hein. Pas des Hmm. maquillages, sinon chercher un peu la pureté des choses, hein, l'essence, hein. Du coup, c'est une image, c'est vraiment le courant minimal, hein, qui me parle beaucoup par rapport à la pratique, hein. Merci infiniment, Ferran. J'ai pris un grand Merci à plaisir à cette toi. discussion. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt.